Eh bien voilà, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Maï et je fais partie de l'équipe de la SPH et nous sommes heureuses de vous retrouver en cette fin d'après-midi dédiée à la thématique du handicap invisible avec un focus sur l'encéphalomyélite myalgique qu'on raccourcira par EM et l'EM est plus communément appelé le syndrome de fatigue chronique. Alors, je vais vous expliquer un peu comment le webinaire va se dérouler ce soir cette fin d'après-midi. On commencera par une introduction sur la thématique que ma collègue Mélanie Skepper, chargée de projet et d'études, vous présentera. On poursuivra ensuite avec les interventions de Lucie Roulen et Stéphanie Olivier. Ce sont deux des membres fondatrices de l'association Millions Missing Belgique et elles souffrent elles-mêmes d'encéphalomyélite myalgique. Je les laisserai évidemment se présenter plus amplement par la suite. Et leurs interventions seront ponctuées par deux moments de questions-réponses, euh, durant lesquelles Elke Maas aussi nous rejoindra euh, et elle aussi donc est atteinte de M. Et enfin, on terminera le webinaire par quelques mots de la secrétaire générale de la SPH, William Messaoudi. Nous vous saluons. Ce webinaire devrait durer 1 heure, mais si nous recevons beaucoup de questions de votre part, cher public, on n'hésitera pas vraiment à prendre le temps qu'il faudra pour y répondre ou bien on vous recontactera par la suite au besoin. Et j'en profite pour vous dire qu'à tout moment du webinaire, vous pouvez poser vos questions à toutes nos intervenantes dans la section commentaires de Facebook et on y répondra dans les moments prévus pour les questions-réponses. Alors, je vous signale que si vous avez quand même des questions spécifiques et personnelles à votre situation et que vous ne voulez évidemment pas les mettre dans les commentaires de Facebook parce que vous êtes une personne atteinte d'un handicap invisible ou que vous avez une question sur la législation en matière de handicap, dans un souci de confidentialité, je vous dirais de contacter l'une de nos assistantes sociales via le contact center de la SPH. L'une de mes collègues se charge en ce moment de vous écrire les informations de contact dans les commentaires de Facebook. Enfin, je vous signale que ce webinaire en direct est enregistré. Il restera sur notre page Facebook ASPH pour que vous puissiez le visionner ou bien le revisionner, parce qu'on est bien consciente que l'horaire peut ne pas convenir à tout le monde. Voilà. Et par la suite, on fera évidemment un document récapitulatif par écrit qui sera rendu disponible et diffusé sur nos réseaux de ce webinaire. Voilà, je pense que c'est tout. Commençons sans plus tarder. Mélanie, c'est à toi. Merci Maï pour cette introduction. Juste le temps de partager ma présentation. Oups. En espérant qu'elle s'affiche correctement. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Voilà, on est vraiment content à la SPH, très contente de pouvoir prendre un moment pour discuter des situations de handicap invisible. C'est un sujet, une thématique qui nous tient à cœur. C'est pas la première fois qu'on travaille sur le sujet. On l'a fait en 2017 à travers une campagne plus générale, dont vous pouvez voir les affiches ici normalement dans la présentation. Et on réitère cette année. Donc cette année, on relance notre campagne sur le sujet avec pour titre «Rendons visibles les invisibles», avec différentes actions, dont ce webinaire qui a lieu aujourd'hui. Donc c'est vraiment important pour nous. Et avant vraiment de laisser la parole à nos collègues de Million Missing, on trouvait ça important de pouvoir revenir de manière plus large sur le handicap invisible, redéfinir un petit peu ensemble ce que c'est, sans prendre trop de place évidemment. Alors, le handicap invisible, c'est quelque chose qui pour certaines personnes peut rester relativement flou, contrairement au handicap plus général. Ce qu'on appelle handicap invisible, nous de notre côté, c'est vraiment, un état fonctionnel de longue durée qui, de par sa nature générale, ne sera pas perçu par l'environnement, qui n'est pas forcément manifeste, aux yeux de toutes et de tous et qui échappe à une réalité commune, habituelle qu'on a, du handicap sur base de certaines connaissances plus populaires. Donc c'est vraiment quelque chose qui passe, à la loupe de toutes et tous, dans la société habituelle. Donc le handicap invisible, généralement, c'est un handicap qui est non stigmatisé par rapport à l'image populaire du handicap. Pourquoi non stigmatisé? Simplement parce que ce qui est stigmatisé, c'est ce qui est perceptible
généralement dans le cadre du handicap. On a mis visuellement, mais ça peut être au niveau visuel, au niveau auditif, au niveau comportemental. Il y a plein d'éléments qui font qu'à un moment donné, on se dit: «Tiens, en percevant cette chose ou cet élément ou cette manière de fonctionner, tiens, cette personne fonctionne différemment et est peut-être, peut-être pas, mais peut-être aussi, en situation de handicap». C'est pas le cas, comme on le disait, dans les situations de handicap invisible, parce que, voilà, on n'a pas ces gros signes qui sont, bah, par exemple, des difficultés de marche, comme des personnes qui, bah, ne marchent pas, sont en chaise simplement, ou qui ont une marche saccadée ou qui vont s'aider à l'aide de tribunes ou autres. Les personnes qui ont des difficultés d'expression, bah, ça c'est quelque chose qui est perceptible, qui peut attirer l'attention, attirer l'œil, comme des personnes qui bégayent ou des personnes qui ont des problèmes de prononciation. Et toutes les expressions physiques. Évidemment, quelqu'un qui a un membre amputé, quelqu'un qui a une déformation au niveau du corps ou même les faciès, dans le cadre de la trisomie 21 par exemple, c'est quelque chose qu'on va remarquer, plus facilement et qu'on va associer à la situation de handicap. Autre chose qui est stigmatisante en dehors de la personne même, c'est tout ce qui fait partie du handicap. La chaise roulante, un rollator, une béquille, une prothèse, un appareil quelconque, une canne pour les personnes malvoyantes, les moyens de communication aussi, hein, il y a des personnes qui ont des aides techniques, les personnes sourdes qui ont un appareil, les personnes qui utilisent la langue des signes, tout ça généralement, on le repère. On le repère bien et à nouveau, ce sont des signes qui alertent ou qui font comprendre que la personne est en situation de handicap. Tout ça, je ne vais pas dire n'existe pas, en tout cas, tous ces signes-là, ces signes habituels et populaires ne font pas partie du handicap invisible. Par contre, d'autres symptômes sont présents. Dans le cas du handicap invisible, je prends ma liste pour être sûre de n'en oublier aucun. Donc évidemment, on a toutes les situations de douleur intense, les situations de fatigue, les vertiges, tous les problèmes cognitifs, donc les problèmes de mémoire, l'oubli, les problèmes de concentration, d'attention, les difficultés de communication, tous les problèmes auditifs, évidemment les personnes sourdes ou malentendantes, mais aussi les personnes qui ont une hyperacousie, par exemple, qui entendent de manière amplifiée tous les sons et toutes les pollutions sonores. Des personnes aussi qui ont des troubles du comportement, par exemple, ou qui ont un comportement autre, comme un comportement relationnel spécifique, comme dans le cas de l'autisme, par exemple. Les personnes qui présentent des troubles anxieux, des troubles dépressifs, des troubles, par exemple des troubles d'incontinence, comme dans le cas de la sclérose en plaques, des difficultés respiratoires dues à des problèmes pulmonaires ou des problèmes, cardiaques. Enfin, la liste est relativement longue. On ne pourra pas citer tous les symptômes ici, mais le handicap invisible, finalement, recouvre énormément de symptômes et donc énormément de maladies et de pathologies ou de syndromes différents. La multiplicité de ces symptômes, bah, ça va avoir un impact et des conséquences relativement lourdes sur la vie des personnes concernées. Évidemment, on va avoir une perte prioritairement une perte d'autonomie avec une perte d'estime de soi, une colère intense suite, à cette perte d'autonomie, beaucoup d'anxiété, de dépression parce qu'on ne sait pas comment vont se dérouler les heures, les jours, les mois et les années, qui arrivent. Donc ça crée vraiment un sentiment d'insécurité. Et puis il y a un manque de compréhension, et on verra juste après, un manque de compréhension vraiment important de la part de l'entourage, quel qu'il soit, proche ou moins proche, et donc un sentiment et parfois un isolement réel, vécu par ces personnes. Donc on a vraiment un impact global autant sur la vie sociale que la vie familiale, que la vie professionnelle ou scolaire. C'est vraiment, un impact important, intense et multiple dans différents secteurs de vie. Alors on voit que les conséquences sont importantes, les symptômes aussi, et en fait, les situations de handicap invisible sont extrêmement nombreuses. Elles couvrent environ 80 des situations de handicap, tout handicap confondu, ce qui représente approximativement 500 000 personnes en Belgique. C'est énorme. C'est vraiment une question de société à côté de laquelle on ne peut pas passer. On ne peut plus passer, en tout cas. Et il est important qu'on puisse prendre des moments comme ceci pour réfléchir dessus ensemble. D'autant plus qu'au final, ces personnes qui sont atteintes de situations
d'handicap invisible sont autour de nous. C'est-à-dire que c'est pas c'est monsieur et madame, tout le monde. Ça fait partie du citoyen, lambda. Donc par exemple, quand vous attendez votre métro ou votre tram ou votre train, peu importe, sur le quai, on estime qu'autour de vous, il y a approximativement 5 personnes qui sont atteintes, ou qui sont en situation de handicap invisible. Parmi votre, entourage social, vos amis, il y a 3 personnes, qui sont atteintes de handicap invisible et vous ne le soupçonnez pas, vous vous en doutez pas. Dans votre, famille, dans votre bulle plus proche, il est fort probable qu'il y ait 2 personnes qui vivent des difficultés, quotidiennes à cause de symptômes liés à un handicap invisible et à nouveau, c'est quelque chose qu'on ne perçoit absolument pas. Même chose dans le cadre professionnel, dans votre équipe, parmi vos collègues, il se peut qu'il y ait une personne qui soit en situation de handicap invisible et à nouveau, c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas, qui n'attire pas notre œil et on ne s'en doute absolument pas. Pourtant, c'est des personnes qui vivent vraiment, des situations très lourdes au quotidien, comme ça va être expliqué par la suite et qui doivent faire face à un double combat. Le premier combat évident, c'est celui contre les symptômes de la maladie, contre son évolution, sa progression et contre toutes les conséquences qu'on a vues précédemment dans les différents domaines de vie. Mais le deuxième combat, et qui est plus gênant, dans le cadre du handicap invisible, c'est celui contre le jugement hâtif. Donc, n'étant pas perçu par l'environnement, évidemment, on a vite fait de juger en tant qu'extérieur le comportement de la personne qu'on a en face de soi, de pas comprendre, d'exclure même assez facilement et c'est quelque chose qui est relativement lourd à porter par les personnes concernées. Mais pourquoi finalement ces jugements hâtifs de la part de l'environnement et de la société? On l'a vu au tout début, hein, simplement par un manque de connaissance des différents symptômes qui peuvent mener à une situation de handicap. Il n'y a pas que des problèmes moteurs, il n'y a pas que des problèmes, plus évidents, il y a aussi d'autres problèmes, d'autres symptômes qui mènent à des situations de handicap dits invisibles et donc un manque de diversité de la perception de ce que c'est une situation de handicap. C'est le cas dans la société en général, c'est le cas, dans un entourage familial, et social et c'est aussi également le cas dans le secteur professionnel, heu, entre autres auprès des professionnels de la santé. C'est pour ça qu'on le verra par la suite, il y a encore beaucoup d'actions à mener, à ce sujet. Un manque de connaissances, un manque de diversité des perceptions, ça amène fatalement à un manque de reconnaissance, de ces personnes, manque de reconnaissance de ce qu'elles vivent, des difficultés qu'elles ont au quotidien, des efforts à fournir pour réaliser une seule activité quotidienne, par exemple, un manque de reconnaissance sociale, familiale, professionnelle, administrative dans tous les secteurs, avec une remise en question, généralement de leur vécu et de leurs difficultés. Du coup, on devient excluant, on accorde peu de place dans la société et on risque de passer à côté, donc d'une reconnaissance, mais surtout de passer à côté des droits, auxquels ces personnes, peuvent et doivent prétendre. Alors, pour les personnes, qu'est-ce qu'il reste à faire? Quelque chose d'un peu compliqué, c'est rentrer dans un système qu'on appelle paradoxal de justification par la preuve. C'est-à-dire que finalement, soit, pour me faire reconnaître, j'accepte d'afficher mon état de santé, mon intimité, de dévoiler un petit peu mon fonctionnement pour être sûr d'avoir accès, à mes droits. Soit je décide que je n'ai pas à exposer mon intimité, je n'ai pas à porter une étiquette stigmatisante, je n'ai pas à dévoiler, heu, mon état, je n'ai pas à m'associer à une situation de handicap quelconque. Mais alors à ce moment-là, avec le risque de ne pas, faire valoir ses droits et de devoir passer à côté de toute une série, d'avantages, sociaux, administratifs et autres. Donc c'est un choix qui est impossible pour ces personnes impossible à faire et qui ne doit pas être fait par ces personnes. Pour ça, pour éviter qu'elles passent, par ce choix impossible à tenir, finalement, il y a encore beaucoup de travail, comme je disais, beaucoup de choses à faire. Évidemment, un travail de sensibilisation du grand public, de la société en général sur la perception du handicap.
du handicap, d'élargir sa vue de ce que c'est une situation de handicap et donc que les handicaps invisibles existent. Deuxièmement, d'aller un peu plus loin, d'informer les familles, les amis, les collègues, la bulle un peu plus proche, d'informer sur les différents symptômes, sur ce que ça implique au quotidien d'avoir une fatigue pathologique, d'avoir des douleurs intenses, chroniques, et que ce soit vraiment objectivé et reconnu. Et puis un des points les plus importants, ça reste la formation pour les professionnels de la santé et autres, mais de la santé prioritairement. Donc c'est vraiment dans cet objectif que le webinaire d'aujourd'hui se tient. On a mis juste ceci pour dire que voilà, en termes d'information, si vous le voulez, il y a toute une série de productions qui ont été réalisées, dont une brochure qui est toujours disponible si vous le souhaitez, pour commencer en tout cas à se questionner, réfléchir aux questions de handicap invisible, avec nous. Voilà, je ne vais pas prendre plus de place, aujourd'hui, je vais laisser, la parole à nos collègues de Milieu de Missine pour faire le focus sur, les questions de l'EM. Merci Mélanie pour cette belle entrée en matière. Est-ce que vous avez aussi un écho? Oui. Lucie, est-ce que tu peux juste couper ton micro au cas où? Petit problème technique. Oui. Alors, eh bien, maintenant justement, on va accueillir Lucie Roulon et Stéphanie Olivier, donc qui sont deux des trois membres fondatrices de l'association Millions Missing Belgique. Et ici, on a la troisième, Elke Maas. Donc l'association Millions Missing Belgique, c'est une association de personnes malades bénévoles qui milite pour la reconnaissance et la connaissance de l'encéphalomyélite myalgique en Belgique francophone. Donc, d'abord, au nom de toute l'équipe de la SPA, je souhaite vraiment vous remercier d'être présente ce soir, enfin, cette fin d'après-midi, j'arriverai à ce webinaire et surtout de l'avoir co-construit avec nous, parce qu'on se rend bien compte de tous les efforts que cela vous a demandé en termes d'énergie. Donc, mais on sait vraiment à quel point c'est important de relayer les problématiques de terrain et surtout avec les personnes qui les vivent quotidiennement. Donc, pour nous, votre présence est essentielle euh, avec nous maintenant, quoi. Alors, je m'adresse aux personnes qui nous suivent. N'hésitez encore pas à poser vos questions et on y répondra dans les moments de questions-réponses prévus pendant leur intervention et après. Alors, mesdames, je vous laisse vous présenter et nous parler plus amplement de l'EM. Oui, merci Maï. Alors, déjà, bonsoir à tous. Stéphanie et moi allons prendre une grosse demi-heure à mon avis pour vous présenter un petit peu la maladie dont nous souffrons, l'encéphalomyélite myalgique, qu'on va raccourcir à EM pendant cette présentation. Moi, je m'appelle Lucie, j'ai 31 ans, je suis professeure et j'habite à Bruxelles. Et j'ai des symptômes de l'EM depuis environ 10 ans, depuis la fin de mes études. Mais il y a 5 ans, suite à une infection, mon état s'est fortement aggravé. Et depuis, voilà, je souffre avec les conséquences de ce handicap invisible et de cette maladie invisible. Bonjour, moi je suis Stéphanie Olivier, je suis thérapeute psychocorporelle, j'ai 37 ans, j'ai des symptômes depuis 2011, une aggravation depuis 2016, j'ai dû arrêter de travailler fin 2018 et j'ai enfin reçu un diagnostic en 2019. Alors pour commencer cette présentation, on voulait prendre quelques secondes pour que vous réfléchissiez aux images que vous avez quand on vous dit le mot fatigue, puisque on vous l'a dit, cette maladie s'appelle syndrome de fatigue chronique, même si on préfère le terme EM. Quelles sont les images qui vous viennent à l'esprit? Si je vous dis je suis fatiguée, la fatigue, je n'ai pas bien dormi. Généralement, c'est ce genre d'images-là qui viennent à l'esprit, quelqu'un qui est fatigué parce qu'il n'a pas dormi, quelqu'un qui bâille, etc. Mais l'EM, ce n'est pas du tout cette fatigue-là. C'est une fatigue qui est beaucoup plus écrasante. C'est une fatigue, comme vous pouvez le voir sur ces photos, c'est un épuisement vraiment atroce qui nous empêche de bouger. Voilà pourquoi on refuse le terme de syndrome de fatigue chronique, parce que là, le terme fatigue ne représente pas du tout l'épuisement qu'on ressent dans cette maladie. Alors, vous pouvez vous dire que Stéphanie et moi n'avons pas l'air malades comme ces personnes sur les photos,
Mais voilà, c'est une maladie qui est fluctuante et je pense que demain, nous serons toutes les trois, Stéphanie, Elke et moi, dans l'état des personnes qui sont sur les photos parce que ça nous demande beaucoup d'énergie de parler et de présenter cette conférence. Alors, comme vous le voyez sur les photos, c'est une fatigue, un épuisement tel qu'on ne supporte ni le bruit, ni la lumière. Comme vous voyez, les personnes ont des casques et des masques. Et parfois, les personnes sont tellement affaiblies qu'elles n'arrivent plus à se nourrir elles-mêmes. Donc, c'est ça que vous voyez, certains qui sont nourris par sonde. Alors, on voudrait vous montrer au cours de ce webinaire différents extraits d'un film qui s'appelle Unrest de Jennifer Brea, qui est disponible sur Netflix. On vous mettra le lien après en commentaire. C'est un film documentaire de cette personne qui est réalisatrice, mais qui est aussi malade de l'EM. Et donc, tout au long de ce séminaire, oui, on va vous montrer des extraits de ce film. Et on va commencer tout de suite par le premier extrait. I didn't know what else to do, so I just kept filming. I'm gonna stop recording. No. This is perhaps the least chivalrous thing I've ever done in my life. Okay, I'm gonna rest here for a bit. It happened all of a sudden, I don't know. It's like someone turned off the lights or something. Voilà, donc vous pouvez constater que c'est une fatigue qui n'est absolument pas comparable à la fatigue d'une personne qui est en bonne santé, qui a juste un peu mal dormi. C'est une fatigue tellement écrasante que Jem ici n'arrive même plus à marcher et elle dit bien qu'elle allait bien et puis tout d'un coup, cet épuisement écrasant est tombé sur elle et elle était incapable de tenir sur ses jambes. C'était juste pour vous montrer de nouveau une illustration de l'intensité de l'épuisement qu'on ressent quand on souffre de M. Mais je voudrais maintenant laisser la parole à Stéphanie qui va vous en parler d'un point de vue un peu plus scientifique. Alors, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, on va rentrer dans une partie un peu plus technique. Ne fouillez pas, je vous promets que ça va être passionnant. Alors, avant tout, on va revenir sur le nom de l'encéphalomyélite myalgique. Si vous regardez le petit visuel qui accompagne cette vidéo, on se rend compte que c'est une inflammation au niveau du cerveau, du système nerveux et qui est associée à des douleurs au niveau musculaire. Comme l'a dit Lucie, le nom syndrome de fatigue chronique en fait est problématique d'abord parce qu'il ne représente pas la réalité de notre maladie, ensuite parce qu'il ne nous permet pas d'être pris au sérieux, y compris par le corps médical, et enfin parce que historiquement c'est un terme qui a été mis en place par des psychiatres qui ont milité pour que notre pathologie soit reconnue comme un trouble psychosomatique et pas un trouble biologique. Alors, concrètement, qu'est-ce que le M? On parlera de M parce que c'est plus facile à dire qu'encéphalomyélite myalgique. C'est une pathologie multisystémique chronique. Qui dit chronique dit incurable, donc on ne peut pas s'en débarrasser, on vit avec. Invalidante, qui apparaît généralement suite à une infection générale, suite à une infection généralement virale. Multisystémique, ça veut dire qu'elle touche tous les systèmes du corps, donc le système nerveux central et autonome, le système de production énergétique du corps, par le biais des mitochondries, qui sont les petites usines énergétiques de notre corps, le système neurologique, cardiovasculaire, rhumatologique, respiratoire, digestif, enfin bref, tous les systèmes. On va se concentrer sur les principaux symptômes de l'EM, les symptômes qui sont les plus caractéristiques. On va y retrouver une fatigue importante, persistante, fatigue est même un peu léger comme mot, on parlerait plutôt d'épuisement, qui est non récupéré ni par le repos ni par le sommeil, des douleurs musculaires et articulaires, des problèmes cognitifs, entre autres le brouillard cérébral, donc le fait de ne pas avoir les idées claires, d'avoir du mal à trouver le bon mot, de remettre les idées dans l'ordre, des difficultés de concentration, des difficultés de mémoire. Et aussi plein d'autres petits symptômes, petits entre guillemets, dans le sens où ils ne sont pas nécessairement pris en compte, mais plein de symptômes qui vont venir accompagner ces symptômes principaux.
qui à nouveau touche tous les systèmes. Donc ça va aller de la tachycardie à de nouvelles sensibilités au niveau alimentaire, médicamenteux, une grande sensibilité au son et à la lumière, des nausées, des ganglions gonflés, une sensation de paralysie temporaire, etc., etc. Et on va s'appesantir sur le symptôme de l'encéphalomyélite myalgique, qui est le malaise post-effort. Le malaise post-effort, aussi appelé épuisement neuro-immunitaire post-effort, appelé par les malades crash, plus facile à dire, et parce qu'il y a vraiment cette image d'avion qui se crache où on perd le contrôle total et ça ne va qu'en descendant. Le malaise post-effort, c'est une aggravation des symptômes et de la fatigue après un effort. On va revenir sur la notion d'effort. Et aussi l'apparition de nouveaux symptômes. Alors, ce qu'on considère comme effort, généralement, on pense à un effort physique, attention, effort physique, ça peut être se brosser les dents, ce n'est pas nécessairement porter des cartons de déménagement, mais en fait, c'est pour tous les efforts. Donc, les efforts cognitifs comme lire ou devoir faire attention, les efforts émotionnels quand on reçoit une bonne ou une mauvaise nouvelle, et aussi tout ce qui est environnemental, donc tout ce qui va demander une adaptation. Par exemple, changement de température à l'extérieur. Ça peut être aussi après des périodes où le corps a dû s'adapter, comme une période de douleur, ou après les menstruations, ou avant les menstruations. Bref, dès qu'il y a une adaptation à apporter à quelque niveau que ce soit dans le corps, on a un malaise post-effort. En gros, l'image pour moi qui correspond le mieux à l'EM et au malaise post-effort, c'est l'image d'un vieux téléphone. On a tous eu un vieux GSM qu'on doit faire recharger pendant 8 heures et au premier message qu'on envoie, la batterie se vide et il nous reste 1% d'énergie. C'est exactement à ça que ressemble la gestion d'énergie dans la pathologie de l'EM. Et pour illustrer ça, on va vous passer un deuxième extrait du film Unrest qui vous parle un peu de ces fameuses petites cellules énergétiques du corps. Inside every cell, there's your energy-making machine. It's called a mitochondria. So in this illness, each individual cell can have real problems capturing the things they need that your body uses to make energy, like oxygen and glucose. At a cellular level, you become less and less effective, like a wound-down clock. If our neurons don't have enough energy, we can't think. If our immune cells don't have enough energy, we can't fight viruses. And if our muscles don't have enough energy, we can't move. But where you can really see it is when we crash, after physical or mental exertion. Our cells give out, and all our symptoms flare. Alors, en ayant, d'abord, je pense que c'est valable pour beaucoup de pathologies où il y a une fatigue chronique, mais c'est encore plus le cas dans l'EM. On se rend compte que, en étant malade, tout représente un effort. À nouveau, on a cette idée qu'un effort est forcément quelque chose d'actif. Vous allez voir dans la vidéo juste après, et on vient d'avoir un aperçu dans la vidéo juste avant, que être actif, ça peut être simplement, un effort peut être simplement de rester assis, d'écouter, de se mettre debout, de manger, d'avaler, de digérer. Et là, on va vous passer un extrait. Donc, on a commencé à voir une jeune femme qui s'appelle Jessica qui crache, en fait. I'm quite a tall girl. I've actually grown 4 inches in the time I've been bedridden. So I've never actually stood up at this height. About a month ago, I touched the floor for the first time. Can you roll me? Feet on the ground? Feet on the ground. What's that? That's mental. Oh my goodness. When did you last do this? Not for about, probably for 8 years. 8 years? Okay, you sat on the bed with Tom, didn't you? Yeah, but I didn't go like this. Push down with your feet.
Okay. Up and down we go. Alors, ce sont des images un peu impressionnantes qui vous montrent que donc, par rapport aux états dont on va parler juste après, donc à la sévérité de la maladie, rien que le fait de rester assise quelques secondes sur son lit a été suffisant pour déclencher un malaise post-effort. Alors maintenant, on va se plonger dans les degrés de sévérité de la pathologie. Il y en a 4. Le premier stade est ce qu'on appelle l'EM léger, qui représente à peu près 25% de la population des personnes souffrant d'EM. Les personnes en EM léger peuvent généralement encore travailler, mais au prix d'une vie sociale sacrifiée et d'une hygiène de vie drastique, je dirais même monacale. Et elles peuvent perdre jusqu'à 50% de leur capacité, aussi bien physique que cognitive, de ce qu'elles avaient avant. On passe au deuxième stade, qui est l'EM modéré. L'EM modéré représente 50% de la population des personnes EM. C'est des personnes qui ont besoin d'assistance pour les tâches quotidiennes, qui ont parfois généralement besoin de béquilles ou de chaises roulantes pour effectuer des déplacements. Un exemple d'état modéré, c'est prendre une douche assise et mettre 1 heure à récupérer après avoir pris une douche. Troisième catégorie, l'EM sévère représente 25% des personnes atteintes d'EM. C'est des personnes qui sont confinées à domicile, majoritairement alitées, qui sont dépendantes pour leurs soins. Un exemple va être une difficulté à rester dans les positions assises. Et enfin, on arrive au cas d'EM très sévère, qui représenterait entre 4 à 8% du stade d'avant, donc qui sont reprises dans la catégorie EM sévère. Alors, les personnes en état EM sévère sont alitées en permanence, dans la pénombre et le silence, parce qu'elles sont devenues intolérantes à tout stimulus sensoriel, y compris les odeurs, etc. Elles peuvent être, comme vous l'a dit Lucie tout à l'heure, nourries par sonde parce qu'elles n'ont plus l'énergie et donc la force de mâcher et d'avaler des aliments. Et ça peut aussi aller jusqu'à être sous oxygène parce que leur faiblesse est telle que respirer par elles-mêmes est problématique. Un exemple pour les personnes en état très sévère, le fait de changer de position dans son lit, donc de se retourner par exemple, peut déclencher un malaise post-effort. Alors il faut savoir que le degré, la sévérité de l'EM n'est pas linéaire, donc on ne passe pas de léger à modéré, puis à sévère et à très sévère. C'est très fluctuant en fait. Si je prends mon cas, je suis je suis vraiment entre modéré et sévère, et quand je crache, je suis donc en état sévère. Et je suis dans ce stade depuis quasiment 4 ans maintenant. Donc chez moi, il n'y a pas vraiment d'évolution. Et je vais laisser la parole à Lucie pour qu'elle vous donne son état à elle. Oui, merci. Moi, je suis également en état modéré à sévère, mais ces derniers mois, je retourne plus vers le modéré. Donc, comme vous voyez, c'est des états qui peuvent aller de façon graduelle, mais ça peut aussi redescendre en intensité. Pour vous donner des exemples, au quotidien, j'utilise une béquille et une chaise roulante et je suis quand même généralement confinée à domicile. J'arrive à travailler quelques heures par semaine, de préférence de chez moi, mais je suis toujours dépendante depuis 5 ans de quelqu'un pour tout ce qui est gestion de l'appartement, que ce soit les courses, la lessive, le ménage, la cuisine. Tout ça, je ne suis vraiment plus capable de le faire moi-même. Les bons jours, je suis capable de marcher 20 minutes. Les mauvais jours, je suis incapable de tenir assise quelques secondes sur mon lit, et même parler, c'est un effort qui me paraît surhumain et ça me demande vraiment énormément d'efforts. Pardon, petit problème technique. Merci Lucie. Pour vous donner un autre exemple, moi, c'est une des choses qui m'a marqué le plus dans l'aggravation de mon état, c'est que je ne sais plus lire. Je ne sais plus lire de romans, surtout. Je lis encore des BD, des petites BD avec pas trop de texte, mais l'effort de concentration est vraiment trop important et donc ça n'est plus possible.
Alors, on continue dans notre découverte de l'EM et on va parler un petit peu de la prévalence. Il faut savoir que l'EM touche majoritairement les femmes, généralement entre 30 et 50 ans, mais ce n'est pas pour ça qu'elle n'affecte que des femmes. Elle touche aussi des hommes, elle touche des enfants, des adolescents. Donc, il y a un panel assez large et l'impact sur la vie quotidienne est énorme, comme vous vous en doutez, hein, avec ce qu'on vient de voir déjà. La plupart des carrières professionnelles doivent être abandonnées ou en tout cas extrêmement limitées. La vie sociale et familiale est extrêmement réduite aussi, vu qu'à nouveau, tout ce qui est un effort peut donner un malaise post-effort. Donc, on va essayer de réduire cette marge le plus possible. Au niveau de la qualité de vie, les malades atteints d'EM ont une qualité de vie qui est moindre que les patients atteints de pathologies qui sont plus reconnues, comme l'insuffisance rénale, certains types de cancers, etc. Sur le petit graphique que vous voyez à l'écran, la dernière ligne tout en bas en noir, c'est la qualité de vie des patients EM. Donc on a une qualité de vie vraiment dans les pathologies, la moindre qualité de vie dans la plupart des pathologies. C'est à tel point que la qualité de vie des patients en état très très sévère est comparable à celle de personnes touchées par le VIH en fin de vie, pour vous donner un ordre de comparaison. Alors, l'EM est 2 fois plus connue dans la population que la sclérose en plaques et pourtant, elle reçoit 20 fois moins de financement pour la recherche, dans tous les états confondus. Et on va vous mettre un tout petit extrait de vidéo pour que vous ayez bien en tête à quel point elle est sous-financée. This is kind of amazing type of interview. Yeah. You've spent your life tackling really hard problems. Why has it been so hard to figure out what's going on in patients like me? What's usually hard about a problem is that you often have to take a very different perspective than what is conventional. I look on trying to figure out CFS is one of the most difficult things I've ever tried to tackle. CFS is an extremely complicated disease involving the immune system in the brain and who knows what else. Plasma, we're studying a very small population of severely ill patients, and we're collecting billions of data points on each patient. A subset of the DNA performing whole genome sequencing. We're probably collecting more data on an individual than has ever been collected for any disease in history. And I've teamed up with really superb scientists. 3 of them have a Nobel Prize. And in 2-3 months, we'll have some data to sit at the table and look at, not publish, just, some of the data to look at that would be real. Almost exclusively the organization that funds medical research is the National Institutes of Health. Chronic fatigue syndrome is the lowest funded of any major disease by a lot. Many of the people that are at NIH have in the past not believed it's real. So why would you fund something that's not real? Et pour terminer cette partie sur le focus un peu médical de la maladie, on vous a concocté un petit panel de différents malades. Voilà, je vous laisse découvrir ça. I saw every... You get 1. Come on. Excellent. I get to my birthday, and for me that's a really difficult date because I think it's another year in bed. I remember my 16th birthday in bed and remember my 17th, 18th, 19th, 20th, 21st. Sometimes I wouldn't be able to speak. I'd have no thoughts, no words. Wow. I would be sensitive to light, and the slightest sound could cause excruciating pain.
completely bedridden. I've lost the ability to walk. I crawl from my bed to my bathroom and I just think, this is my life. What a shithole. It's the cognitive problems that are the most disabling. I live in a dark room 24/7. MECFS for about 8 years now. I was 10 years old when I first got sick. I was a really competitive skier. At one point I was ranked 17th on the entire East Coast for mogul skiing. This is the couch. These 3 cushions where I spend my life. And out there, that's all my old life. Well, I'm walking. Yeah. I'm a cat. Yeah. Like, because Easy, Trigger. You gotta come back up there. Don't. What can I do? outside. Voilà, avant de rendre la parole à Maï pour répondre à quelques-unes de vos questions, c'était important pour nous d'insister sur la dernière partie de la vidéo où on voit Jennifer Brea, donc la réalisatrice, dans le désert où elle a l'air d'aller magnifiquement bien, handicap invisible, en parfaite représentation. Et une semaine plus tard, vous la voyez avec de grandes difficultés pour marcher. Ça illustre parfaitement pour nous le côté fluctuant de la maladie qui n'est pas que lié à l'EM, mais qui est présent dans beaucoup de handicaps invisibles. Merci. Mais merci surtout à vous, Lucie, Stéphanie, pour ces illustrations de la maladie et de nous avoir confié votre état, parce que c'est pas facile d'en parler. Et c'est surtout très interpellant. Merci d'avoir parlé des symptômes, des stades de sévérité, et des profils des personnes qui sont touchées. D'ailleurs, il y a une personne dans les commentaires qui a demandé, je pense, c'était quelle tranche d'âge? Vous avez répondu, c'est 30-50 ans, surtout les femmes, mais ça n'empêche que des hommes peuvent être touchés, des ados, même des enfants. Donc, ça peut vraiment toucher tout le monde. Voilà, je vous propose juste de souffler un petit peu. Je vais regarder maintenant si on a reçu d'autres questions de la part de celles et ceux qui nous regardent. Ouais, donc il y a une première question, c'est comment être écouté, compris, aidé, diagnostiqué quand on est atteint d'un handicap invisible? Ça, c'est une grosse question. Ouais, Elle, que je vois que tu prends la parole. En effet, c'est en effet une très longue question. Alors, moi, je peux juste parler un instant de moi. Alors, moi, j'ai 46 ans, je suis logopède de formation, mais je ne travaille plus depuis des années. Alors, j'ai été diagnostiquée en 2011 au centre de référence de fatigue chronique qui existait à ce moment-là à Montgodine. Et j'en parle parce que ce centre n'existe plus au jour d'aujourd'hui. Et donc, ça pose évidemment un gros problème quant à la possibilité d'être écouté, suivi, soigné, vu qu'en Belgique, maintenant, c'est un peu le désert en termes de possibilités de traitement. Donc, moi, ce que je pourrais dire à la personne qui a posé la question concernant la recherche d'aide et d'écoute, ce serait de se rapprocher d'associations comme la SPH. Si vous avez l'intuition de souffrir d'encéphalomyélite myalgique, eh bien de vous rapprocher de nous. Nous, on est une toute jeune association, donc on n'a certainement pas réponse à tout, mais on est une association militante qui part vraiment du principe qu'ensemble, on peut être plus fort pour se faire connaître et entendre. Voilà, donc c'est ce que je pourrais dire au niveau de la première question. Oui, et alors, toujours par rapport à l'EM, il y a quelqu'un qui demande si
parmi les symptômes, on peut avoir aussi des chutes de tension ou de la tension très basse, en fait. Oui, ben, tout à fait. En fait, dans l'EM, on observe que le système nerveux autonome est vraiment perturbé et donc on rencontre, par exemple, des problèmes de tension orthostatique. Quand on change de position, le système nerveux ne suit pas et ne permet pas de faire l'ajustement, comme chez une personne qui est en situation de bonne santé, l'ajustement entre la position couchée, la position debout, assise, et la tension basse est notamment un symptôme, oui. Je prends un petit peu les questions comme ça. Ouais, il y a une question, est-ce qu'une maladie mentale comme la schizophrénie, donc ouais, là on parle plus du handicap invisible, ben, non toujours perceptible, est-ce qu'elle est considérée comme un handicap invisible? Oui, Mélanie, peut-être? Oui, c'est ce que j'allais enchaîner. C'est un petit peu touchy comme question dans le sens où on n'a déjà pas de définition spécifique du handicap invisible. Par contre, dans ce qu'il est perçu donc du handicap invisible, c'est-à-dire présenter différents symptômes, quels qu'ils soient, un état de santé altéré avec un fonctionnement plus compliqué dans un environnement qui n'est pas adapté, donc que ce soit des symptômes cognitifs, psychiques, effectivement, avec des situations des états de santé mentale particuliers. À partir du moment où ils sont invalidants parce qu'on a un environnement à nouveau qui n'est pas adapté pour pouvoir accueillir tous les fonctionnements particuliers et que c'est chronique, que ça dure dans le temps, ça pourrait rentrer dans la catégorie effectivement de situation de handicap invisible. Après, il faut être toujours très vigilant parce que ça, à nouveau, on l'a dit, à partir du moment où on va mettre le mot handicap, ça va un peu stigmatiser. Donc, je pense qu'il faut prendre ça avec des pincettes, mais la réflexion, en tout cas, sur tous les freins, tous les obstacles que rencontrent ces personnes dans le quotidien à cause de l'environnement, par leur fonctionnement dû à certains symptômes, peut s'associer effectivement à des situations d'handicap invisible. Et en tout cas, doivent être au même titre que les autres pathologies, maladies et syndromes, être connus et reconnus avec les difficultés qui y sont associées, quoi. Il y a quelqu'un qui demande aussi, est-ce que vous bénéficiez d'aide pour tout ce qui est impossible à faire à domicile? Parce qu'on a vu, il peut y avoir quand même des états assez avancés, par exemple pour faire des courses, pour faire le ménage, pour faire la cuisine. Lucie, Stéphanie? Alors, j'ai envie de dire qu'il en existe, mais malheureusement, on n'en bénéficie pas tout à fait, puisque beaucoup de médecins ne se rendent pas compte de la réalité de cette maladie, ne se rendent pas compte de l'impact que ça a sur notre vie quotidienne. Donc, que ce soit au niveau de la reconnaissance du handicap, qui peut parfois fournir une allocation supplémentaire, ou que ce soit qu'on est sur la mutuelle et avoir une aide supplémentaire parce qu'on a besoin de l'aide de quelqu'un dans son quotidien. Malheureusement, souvent, ces aides nous sont refusées parce qu'on nous dit que nous ne sommes pas assez handicapés. Voilà. Alors, il y a peut-être des histoires où ça finit bien et où les personnes reçoivent ces reconnaissances et donc ces aides financières ou matérielles ou humaines, mais malheureusement, c'est un gros problème. Le manque de reconnaissance entraîne ensuite une précarité et un manque de prise en charge. Et je vois quand même qu'il y a quand même beaucoup de questions sur le diagnostic, comment obtenir un diagnostic sérieux pour ces personnes, comment avoir un bon diagnostic, où aller. Je pense que vous en parlez dans la deuxième partie. Ouais, donc voilà, on va poursuivre. Et en tout cas, bon, si parmi le public, on n'a pas encore été assez précis sur certains points, n'hésitez pas à revenir vers nous. Du coup, je vois qu'il y a encore d'autres questions, mais est-ce qu'on a encore le temps pour prendre une question? Oui, alors la question suivante, c'est pourquoi, vu notre niveau de handicap suite à l'EM, est-ce que c'est si difficile pour obtenir une reconnaissance, pour obtenir une carte de stationnement, par exemple? Peut-être que on en parle par la suite aussi? Oui, on en parle dans la partie qui vient. Je pense que les personnes peuvent suivre la deuxième partie qui va suivre. On parle de reconnaissance au niveau médical, handicap, etc. Et on repart après. Si vous avez des questions concernant plutôt ce côté diagnostic médical et reconnaissance ou aide administrative, revenez plus tard si on n'a pas répondu à vos questions. Oui, ça va. Ben, ici, voilà, la dernière que je prends, je peux le mélanger les deux, c'est par rapport à l'EM. Donc, en fait, vous aviez dit que c'était
que l'EM était d'une origine virale. Mais en fait, est-ce que c'est aussi génétique? Est-ce qu'on peut le transmettre à son enfant? Est-ce que vous avez des infos sur ça? Moi, je veux bien prendre. Vas-y, Stéphanie. En fait, il y a, comme vous l'avez vu dans le graphique sur le financement des recherches, il y a très très peu de financement et on en parle juste après, hein, mais ça fait 15 ans qu'on s'intéresse à l'EM alors que c'est une maladie qui est présente depuis des siècles en fait, certainement. Donc on n'a pas encore vraiment de recul. Pour l'instant, le postulat est que c'est une origine virale et que ça déclenche une réponse dans le corps où tout le métabolisme change par rapport à ça. On n'a pas d'autres réponses. On sait que parfois ça vient d'origine bactérienne. Pourquoi parfois bactérienne, pourquoi virale, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a un impact génétique? Pour l'instant, on ne le sait pas. Il y a des familles où il y a des cas d'EM, mais pas toutes les familles. On n'a pas encore assez de recul et pas encore assez de moyens, malheureusement, pour répondre clairement à cette question. Bah, effectivement, ça montre toute l'importance de faire en fait ce webinaire, d'en parler ici sur la place publique parce que c'est vraiment pas connu en fait. Donc il faut bien commencer petit à petit. Mais écoutez, je vous propose de continuer ce webinaire. Donc on prend encore toutes les questions qui viennent. Il y aura un deuxième moment prévu pour y répondre, hein. Alors, on va continuer avec la question de la reconnaissance de la maladie. Ça, ce sera Stéphanie qui va en parler et puis Lucie reprendra la parole pour discuter notamment d'une grosse question qui est celle de l'errance médicale, de toute la question de la maltraitance dans le milieu médical des malades et de ce que peut faire l'entourage d'une personne malade pour l'aider tant physiquement que psychologiquement. Voilà, alors Stéphanie, est-ce que tu peux un peu nous parler de l'historique de la reconnaissance de l'EM? Oui. Alors, il faut savoir que l'EM, en fait, est une pathologie qui est reconnue par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, j'y arriverai, depuis 1969, quand je vous disais que ce n'était pas une nouvelle maladie. Et pourtant, elle est encore considérée par la plupart du personnel soignant, du corps médical, comme un trouble psychosomatique, encore maintenant. Pour illustrer ça, je vous présente une petite vidéo avec une très chouette chercheuse virologue qui s'appelle Nancy Klimas. This illness appeared to be a form of an acquired immune deficiency. If you go back historically, you can see illness is very similar to this, called many different things. Over the last century, there have been roughly 70 outbreaks of a strikingly similar disease. In each case, often following an outbreak of a virus like Epstein-Barr or Coxsackie, a small percentage of people never seem to get better. For a long time, it was seen as a new form of polio. And later, encephalomyelitis, which means inflammation of the brain and spinal cord, until an outbreak in the 1980s, when it was given a new name. Et ce fameux nouveau nom qu'elle ne dit pas à la fin de la vidéo, c'est syndrome de fatigue chronique. C'est là que la maladie a été reprise par les psychiatres qui l'ont donc nommée maladie psychosomatique. Autrement dit, c'est dans votre tête que le problème se trouve. Alors, cette mauvaise compréhension de l'EM a entraîné, comme on l'a vu et qu'on l'a dit dans les questions juste avant, un très gros manque de financement au niveau des recherches biomédicales. Par contre, les recherches psychiatriques ont été assez bien financées et ont donné la prescription de traitements qui sont complètement inadaptés, et Lucie vous en parlera plus profondément, la réadaptation à l'effort, pardon, et la thérapie cognitivo-comportementale, qui aggrave la sévérité de l'état des patients. Maintenant, c'est plus que clair, confirmé et établi. Comme je vous le disais, ces 15 dernières années, il y a de plus en plus de recherches qui ont enfin mis en avant le côté biomédical de la maladie et on trouve des dysfonctionnements et des anomalies métaboliques un petit peu partout, vu que ça touche tous les systèmes. Et donc, peu à peu, on commence à changer tout doucement le regard qu'on a sur l'EM. Au niveau des chercheurs, au niveau du corps médical, le relais entre les deux n'est pas encore tout à fait fait. Alors, à ce jour, il n'y a aucun test diagnostique
pour l'EM, aucun test biomédical diagnostique. Et donc, on a un diagnostic d'exclusion. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire qu'on va écarter tout un nombre de pathologies qui ont à peu près des symptômes qui pourraient correspondre par des tests sanguins, des examens. Et si vous êtes négatif à tous ces tests, ben, en gros, on vous dit que vous avez un syndrome de fatigue chronique, généralement à la fin. Or, c'est exclure plusieurs échelles d'évaluation qui nous permettent de savoir si la personne est vraiment atteinte d'EM ou si c'est autre chose, avec le fameux malaise post-effort dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est vraiment le symptôme clé, mais qui n'est pas présente dans toutes les échelles d'évaluation. Enfin, bref, c'est le flou, quoi. Et c'est le même flou au niveau des traitements. Au niveau des traitements, il n'y a pas de traitement connu à ce jour, même s'il y a des tests qui sont menés aux États-Unis avec quelques molécules pour l'instant. Et ça va même plus loin que ça parce que la plupart des patients n'ont pas de traitement pour les... c'est pas vraiment des comorbidités, c'est des espèces de maladies connexes avec l'EM. Elle, que vous en a parlé en parlant de déséquilibre orthostatique, enfin d'intolérance orthostatique, la plupart des malades n'ont pas de traitement par rapport à ça, par rapport aux problèmes digestifs, par rapport aux migraines, etc. Donc il y a un vide complet à ce niveau-là aussi. Et bref, on a donc, si je résume, une pathologie méconnue, une absence de traitement et de prise en charge médicale qui entraîne une errance diagnostique. Et je laisse la parole à Lucie. Oui, merci. Alors, il faut aussi savoir que généralement, l'errance médicale dure 6 ans chez un patient EM pour qu'il ait enfin un diagnostic, en sachant que ce diagnostic, comme l'a dit Stéphanie, peut être un diagnostic par exclusion et donc pas vraiment un diagnostic EM. Et une fois que ce diagnostic est posé, malheureusement, la bataille n'est pas encore finie. Après ces longues années d'errance médicale, il va falloir encore faire face à de longues années de vide ou d'abandon, puisqu'il n'y a aucune prise en charge médicale, en tout cas en Belgique. Les malades sont complètement abandonnés. Les médecins leur disent clairement « ça ne sert à rien, je ne peux rien faire pour vous, ne revenez pas chez moi ». On l'a entendu malheureusement de très nombreuses fois. Et on voulait vous remontrer un extrait de Jen et du début, de comment s'est passé pour elle cette errance. Every kind of specialist. Infectious disease doctors, endocrinologists, cardiologists, and finally a neurologist. My neurologist diagnosed me with conversion disorder. He said that all of my symptoms, even the fever, the infection for which I took antibiotics, were being caused by some distant trauma I might not even be able to remember. Voilà, donc Jen n'est pas diagnostiquée comme malade EM, mais comme souffrant de troubles psychologiques, voire psychiatriques. C'est malheureusement souvent la conclusion à laquelle les médecins arrivent. C'est soit vous n'avez rien, rentrez chez vous, soit c'est dans votre tête, allez voir un psy. Malheureusement, ce n'est pas du tout le cas, puisque l'EM est bien une maladie métabolique qu'il faut chercher à soigner. Alors, on voulait aussi vous parler de la maltraitance, parce que malheureusement, le fait de méconnaître cette maladie entraîne de la maltraitance de la part de beaucoup de personnes envers le malade, qui déjà vient chez le médecin en espérant être aidé et très souvent se retrouve face soit à de l'ignorance, soit parfois même à du mépris et des moqueries, puisque pour les médecins, ce n'est qu'un petit trouble psy, donc rentrez chez vous, je ne peux rien faire pour vous. Et c'est extrêmement violent pour un malade qui cherche de l'aide, de se voir claquer des portes au nez à longueur de temps où il frappe en espérant trouver quelqu'un qui puisse l'aider. Alors, une autre forme de maltraitance, c'est ce dont Stéphanie a parlé un peu plus tôt, c'est la réadaptation à l'effort qui a été prescrite aux malades EM pendant des années et qui non seulement ne fonctionne pas, mais en plus fait du mal, puisque prescrire à quelqu'un qui est épuisé de faire de l'effort, et surtout que c'est une personne qui ne récupère pas bien à l'effort, en fait, ça aggrave l'état des malades. Alors, heureusement, il y a environ 6 mois, la Haute Autorité de Santé, donc en Belgique, a proscrit ce traitement, a dit que voilà, c'était un traitement inefficace, qu'il ne fallait pas continuer à le prescrire. Malheureusement, dans les faits, ce n'est pas encore passé sur le terrain et au niveau des médecins, dans les cabinets, dans les hôpitaux. Alors, je voulais continuer également avec le fait que
Les médecins souvent nous renvoient chez nous en disant qu'ils ne peuvent pas nous aider. Ça concerne les médecins scientifiques, on va dire, mais aussi les médecins administratifs. Et on parlait tantôt du problème de reconnaissance qui entraînait des non-octrois d'aide financière ou humaine. Et ça se passe par exemple à la mutuelle ou à la direction générale des personnes handicapées, donc l'institution qui octroie les reconnaissances de handicap, mais aussi la carte de handicapé pour le parking. Et malheureusement, ces médecins ne sont généralement pas du tout formés à l'EM et quand ils voient ces malades arriver, peuvent avoir des comportements extrêmement inadaptés, peuvent refuser la reconnaissance de handicap en se basant sur des images fausses qu'ils ont de cette maladie et en ne se mettant pas du tout en adéquation avec la réalité, avec la sévérité de la maladie chez ces patients. Alors ici, on voulait, Stéphanie et moi, vous donner un petit exemple de nouveau pour illustrer avec notre vie personnelle. Nous avons tous les deux fait la demande de reconnaissance de handicap. Personnellement, la première fois, on m'a ri au nez et on m'a dit « rentrez chez vous, soignez votre dépression ». Heureusement, une assistante sociale m'a dit « non, non, tu es handicapé, tu as tous les symptômes pour être reconnu comme handicapé, donc réessaye ». J'ai réessayé. Cette fois, on m'a accordé la reconnaissance de handicap, mais on m'a refusé la carte de parking en me disant, alors que j'étais déjà en béquille et en chaise à l'époque, en me disant il faut la laisser aux personnes qui en ont vraiment besoin. Donc, je n'ai rien fait, j'ai mordu sur ma chic, je ne savais pas très bien ce que je pouvais faire. J'ai été reconvoquée l'année d'après et cette fois-ci, enfin, on m'a octroyé la carte en handicapé. Alors, de mon côté, j'ai fait la demande une fois. Qui a été refusée, donc je ne suis pas reconnue comme handicapée, mais alors pas du tout, du tout. Et pour vous illustrer un petit peu comment peut se passer un entretien avec un médecin de la Direction générale des personnes handicapées, deux des questions ont été est-ce que vous savez vous faire à manger? Ben, quand je suis en crèche, non. Est-ce que vous savez vous faire des tartines? Oui. Ben donc, vous savez vous faire à manger. Même question par rapport à la douche. Est-ce que vous savez vous laver seul? Oui, si je suis assise et que je peux prendre une douche. Donc, vous n'avez pas perdu d'autonomie, donc vous n'êtes pas handicapé. Voilà, on a donc deux états plus ou moins similaires. Hein. Lucie et moi, on est à peu près dans le même stade de gravité et deux traitements complètement différents pour une même réalité. Voilà. Donc, encore beaucoup de travail de terrain, de sensibilisation à faire à tous les niveaux, mais chez ces médecins en particulier. Alors, on vous disait que malheureusement, il n'y a pas de traitement, mais il existe quand même une stratégie qu'on peut mettre en place au quotidien qui s'appelle le pacing. C'est une stratégie de gestion d'énergie où le malade doit apprendre à vraiment connaître ses limites, connaître l'énergie dont il dispose et l'utiliser avec parcimonie en s'octroyant des temps de repos plus ou moins longs entre différentes activités. Alors, ça marche par essai-erreur. C'est très difficile à mettre en place parce que nos limites ne sont pas toujours exactement les mêmes. C'est une maladie qui fluctue. Donc, un jour, les limites peuvent être plus hautes ou plus basses que la veille. Mais c'est une stratégie qui, pour le moment, peut permettre d'un peu améliorer la qualité de vie ou au moins de ne pas la dégrader. Voilà, ça dépend d'un malade à l'autre. On voulait aussi vous donner quelques conseils si dans votre entourage, vous avez une personne qui souffre de l'EM. Le premier conseil qu'on voudrait vous donner, c'est d'écouter la personne et de ne pas remettre ce qu'elle vous dit en doute parce qu'elle se prend déjà beaucoup de claques quand elle consulte le personnel médical. Alors si elle peut avoir quelqu'un sur qui compter, qui l'écoute, qui la croit, qui lui pose des questions également, c'est extrêmement important que vous la preniez au sérieux. Le deuxième conseil, ce serait de proposer votre aide. Comme vous l'avez vu, chaque geste est un effort énorme. Donc, proposer de l'accompagner à un rendez-vous médical pour faire le chauffeur, proposer de lui faire une course, si vous venez lui rendre visite, amener quelque chose à manger, parce que voilà, tout est un effort, donc toute aide sera bienvenue et sera un soulagement pour la personne qui ne doit plus faire ses efforts. Le troisième conseil, c'est de vous renseigner sur la maladie, de poser des questions. Ça va faire plaisir à la personne que vous vous intéressiez à son quotidien, à sa pathologie, et puis ça montre que vous la prenez au sérieux. Également, n'hésitez pas à rester en contact, même si par certains moments, ça peut être compliqué parce que la personne est trop faible pour répondre au téléphone, elle ne peut pas accueillir des gens. Dans ces cas-là, essayez de vous mettre dans ses limites, de respecter ses limites, de lui envoyer un SMS si elle ne peut pas téléphoner. Si vous allez lui rendre visite et qu'elle est fatiguée, de rester vraiment très peu de temps, ça lui fera toujours plaisir.
Mais voilà, il faut vraiment faire attention à ce qu'elle ne dépasse pas ses limites, mais elle a quand même besoin de contact social parce que voilà, nous restons des êtres humains, même malades, donc des êtres sociaux. Et enfin, respecter les limites de la personne malade. Si elle vous fixe des limites, c'est déjà très difficile à faire parce que bon, non seulement il faut savoir notre limite, mais il faut aussi accepter et donc en quelque sorte se résigner à ne pouvoir pas avoir une vie comme les autres. Donc c'est pas facile de se fixer des limites. Donc respectez-les, ne poussez pas la personne à essayer d'aller au-delà parce qu'elle va le payer et elle va faire un crash qui peut durer quelques heures comme il peut durer des semaines. Ça, malheureusement, on ne sait jamais, donc il vaut mieux ne pas prendre de risques. Voilà, c'est ici que s'arrête notre petite présentation. On voulait tout de même vous rappeler que Stéphanie et moi avons créé il y a quelques mois l'association Millions Missing Belgique. Notre but est triple. C'est d'abord une reconnaissance de la maladie et des malades, mais également des recherches biomédicales pour trouver un traitement. Et enfin, une formation du corps médical, ce qu'on espère pouvoir proposer, pas actuellement, mais prochainement. Voilà. Alors, il faut aussi savoir que Millions Missing, c'est un mouvement international. Voilà, il y a Millions Missing Belgique, Millions Missing France, Millions Missing Pays-Bas, États-Unis, Australie, plein de pays sont impliqués. Et le 12 mai, on fait une petite manifestation, bon, pas cette année vu le Covid, où on se rassemble pour demander la reconnaissance et plus de financement. Et on place des chaussures, comme vous le voyez sur la vidéo, et chaque paire de chaussures représente un malade EM qui n'a pas pu être présent parce qu'il est trop mal et qu'il est donc alité chez lui, qu'il est bloqué, mais ses proches viennent représenter ce malade en déposant cette paire de chaussures. Voilà. Je vous rappelle que le film Unrest, dont sont tirés tous les extraits disponibles sur Netflix. Et je voulais terminer en remerciant la SPH de nous avoir laissé la parole. Ça nous fait vraiment très plaisir de voir qu'on est écouté et pris au sérieux par la SPH et qu'il nous laisse la possibilité de nous exprimer. Voilà, on espère que notre collaboration va continuer. Et je pense qu'on a encore le temps pour quelques questions qu'on va reprendre une fois que cet extrait sera terminé. Magnifique transition, Lucie. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. C'est tout à fait normal de laisser en fait, que vous preniez la parole, quoi. Que les personnes en situation de handicap, qui soient visibles, invisibles, puissent prendre la parole parce qu'il faut pouvoir en parler. Alors, merci aux personnes qui nous suivent encore actuellement. Si vous êtes malade, merci en tout cas pour votre attention. J'espère qu'on n'a pas été trop longue. Alors, les informations que Lucie vient de nous donner sont reprises dans la section commentaires de ce webinaire. Je vois qu'on a encore quelques questions. Alors, voyons voir. Et oui, donc quelqu'un qui demande s'il est possible d'avoir à la fois la fibromyalgie et l'EM. Parce qu'on pourrait croire que c'est assez proche, mais pourtant pas. Donc, Elke, oui? Alors effectivement, ce sont des tableaux de symptômes qui sont relativement similaires, donc on peut être dans une forme de confusion. Alors, ce que je peux dire, le symptôme vraiment typique et particulier dans le syndrome de fatigue chronique, dans le M, c'est le crash, c'est-à-dire cette addition qui arrive systématiquement lorsqu'un effort est fourni, effort intellectuel, physique. Voilà. Et alors, je peux en effet dire que moi, j'ai reçu le diagnostic de SFC, mais j'ai quelques années plus tard eu également le diagnostic de fibro, qui est un diagnostic qui a été posé beaucoup plus, on va dire rapidement, vu qu'il y avait déjà le tableau des premiers symptômes. Mais je dois dire que je me suis surtout investie dans mon suivi au niveau de l'EM, parce que même si j'éprouve les douleurs ou les 18 points de douleur typiques de la fibromyalgie, il y a quand même des nuances qui font que je me sens plus proche du tableau EM. Mais il existe effectivement dans la littérature scientifique des choses, mais qui sont assez aiguës au niveau des différences. Il y a des recherches qui sont menées aux États-Unis, et ça peut être des documents qu'on peut mettre à disposition des personnes. C'est souvent la littérature scientifique, essentiellement en anglais,
Donc voilà, mais c'est des ressources qu'on peut mettre à disposition des gens s'ils nous contactent sur Alliance Missing Belgique. Voilà. Merci. N'hésitez pas à intervenir si vous voulez aussi compléter dans les réponses. Il y a une personne qui demande que faire quand ce sont les médecins qui ne respectent pas nos limites. Alors, c'est une question extrêmement délicate, je trouve. Enfin, c'est une réponse extrêmement délicate à donner. La première réponse que j'ai envie de vous dire, c'est fouiller. Vraiment, en tout cas, pas que dans notre pathologie, d'accord. Je pense que c'est important de trouver un médecin qui soit un minimum à l'écoute et respectueux envers nos ressentis. On est quand même les experts de nos propres corps. Il faut peut-être remettre ça un petit peu en avant. Et surtout dans le cas de l'EM, comme le disait Lucie, il y a cette fameuse thérapie graduelle, enfin réadaptation graduelle à l'effort qui est proposée. Elle est délétère pour nous. Si on vous propose ça et qu'on ne peut pas entendre votre réponse qui est non, en fait, dans mon cas précis, c'est délétère, partez. Parce que vous allez aggraver, il y a des milliers de témoignages de personnes où leur état de sévérité s'est gravement aggravé. Donc, en tout cas, la réadaptation à l'effort, fouillez, vraiment. Je peux juste appuyer l'idée de devenir vraiment un patient expert. Alors, je ne parle pas du tout d'un tourisme médical sans fin, alors que parfois on est amené effectivement à faire le tour du pays pour trouver des médecins qui nous écoutent et qui prennent en compte la maladie. Donc, ce n'est pas cette idée de jouer au docteur et de passer son temps à se trouver tous les symptômes possibles, mais c'est vraiment d'acquérir une expertise par rapport à soi, vraiment, et en s'informant encore et toujours. Et je dirais comme Stéphanie, les médecins qui ne souhaitent pas entendre et qui sont maltraitants, et il y en a beaucoup, qui sont effectivement à fuir. Merci. Et il y a une personne ici qui demande pourquoi réfuter le terme de syndrome de fatigue chronique alors qu'il est aux côtés de l'EM dans la classification de l'OMS comme maladie neurologique. Et du coup, ne pas utiliser EM-SFC qui est reconnu au niveau international et réuni. C'est un peu complexe la question, mais... C'est une question très technico-technique pour une personne qui, à mon avis, est atteinte de MSFC, si je reprends son terme. Je vais donner deux grandes réponses, mais à nouveau, on peut débattre de ça. Elle peut venir, on peut en discuter sur notre adresse mail, par exemple. D'abord, on ne réfute pas le terme de syndrome de fatigue chronique. On lui préfère celui d'EM parce que, comme je l'ai expliqué très très brièvement, mais on pourrait en parler des heures, syndrome de fatigue chronique est l'appellation qui a été donnée par des psychiatres, alors que la maladie était connue avant, avait un aspect biologique avant, et ils ont récupéré la maladie en la faisant devenir du coup uniquement psychosomatique. Donc elle a quand même une connotation particulière. Deuxièmement, syndrome de fatigue chronique, c'est extrêmement... c'est comme si on parlait... Je suis désolée si je choque des gens, mais c'est comme si on parlait de la maladie de Parkinson en disant c'est le syndrome des mains qui tremblent. C'est un symptôme. Et on n'appelle pas une maladie... Enfin, on est une des seules maladies à être appelée par le nom d'un de nos symptômes, ce qui nous décrédibilise à mort, je trouve. Et enfin, troisièmement, et vraiment j'arrêterai là, en fait, c'est plus juste le fait qu'on est repris par l'OMS, et en fait, c'est dans le DIM dont la personne parle, qui a la même équivalence entre EM et syndrome de fatigue chronique. C'est plus le cas. Depuis quelques mois, il y a une distinction qui est faite. EM est reprise dans les fatigues post-virales et syndrome de fatigue chronique est repris sous le terme de fatigue chronique qu'on peut donc retrouver dans d'autres pathologies et d'autres maladies chroniques. Voilà en très gros. J'espère que j'ai été claire, je ne suis pas sûre de ça, mais voilà. Oui, et alors il y a juste pour terminer, une personne qui parle dans les commentaires de la théorie des cuillères. Alors, oui, vous la connaissez, et juste pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, si vous pouvez expliquer en 2 mots, et après on peut clôturer ce webinaire avec le mot de la fin de William.
Ok, je me relance aussi pour la théorie des cuillères. Alors, en très très gros, ça a été mis en avant par une dame qui souffrait de lupus, qui essayait d'expliquer à une de ses amies comment gérer son énergie. Et donc, elle a pris les cuillères présentes sur la table en disant, voilà, toi, tu as X cuillères, moi, j'ai X cuillères. Chacun de mes actes représente une cuillère d'énergie. Pour un acte commun qu'on va poser, on n'aura pas le même impact. Donc, la théorie des cuillères se base en général sur le fait qu'on ait 14 cuillères par jour en étant malade chronique et que chaque acte va coûter 1, 2, 3, 4 cuillères et que quand je n'ai plus de cuillères, je crée un déficit. Si je crée un déficit, je dois remplir mon réservoir de cuillères et ça peut prendre des heures, des jours, etc. Et donc, tout est à calculer. Je voudrais juste faire une petite parenthèse. C'est une théorie intéressante parce qu'elle permet de symboliser quelque chose qui reste assez nébuleux au début de la pathologie. Elle a ses limites aussi et elle ne parle pas à tout le monde. Il y a aussi la théorie des batteries, enfin des arts rechargeables qui est beaucoup plus explicite, où il y a 3 batteries, une batterie verte, une orange et une rouge, et elle est parfois plus facile à mettre en place que la théorie des cuillères. Voilà, en gros. Merci beaucoup en tout cas. Et on voit que c'est vraiment une question. C'est un sujet qui suscite beaucoup de questions. Donc, le public qui nous suit encore, n'hésitez pas à revenir vers nous, mais aussi à contacter Millions Missing Belgique pour continuer à discuter. Ne restez pas chez vous dans votre coin. Il est important d'en parler et de partager vos expériences aussi. Plus on en parle, plus on sera reconnu aussi, même au niveau des politiques. Donc voilà, les coordonnées sont dans les commentaires, tant de la SPH que de Millions Missing Belgique. Voilà. Le webinaire touche peu à peu à sa fin, donc maintenant, William Messaoudi, qui est ici notre secrétaire général, va vous prodiguer, je ne sais pas comment on dit, le mot de la fin. Et William, c'est à toi. Merci Maï. Vous m'entendez bien, j'espère. Je vous écoutais attentivement et vraiment, je commencerai par remercier Elke, Lucie et Stéphanie pour vos témoignages et votre investissement. Je sais que c'est vraiment pas facile et ça nous a permis de mieux comprendre le quotidien de ce que vous vivez personnellement, mais aussi via ce film, je ne sais pas, ce documentaire que j'ai pu voir il y a quelques temps grâce à Lucie et ça m'a vraiment complètement transformée. Donc pour les personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion, je vous invite vraiment à le voir. En tant qu'association, évidemment, c'est une thématique hyper importante. Parce que justement, comme l'a bien dit tout à l'heure Mélanie, l'objet de notre campagne, c'est de rendre visibles les invisibles. Et pourquoi c'est important pour nous? Parce qu'en tant qu'association, on défend et on accompagne toutes les personnes en situation de handicap, qui soient justement visibles ou invisibles, quel que soit l'âge. Et du coup, l'enjeu de la question du handicap invisible, c'est une question sociétale extrêmement importante et incontournable, de par justement son côté, ce côté invisible. C'est peut-être pas le meilleur terme, mais c'est celui qu'on présente ici. Pour moi, en tant qu'association, cette thématique est hyper importante parce que, comme on l'a entendu depuis un peu plus d'1 heure maintenant, c'est avec la méconnaissance de cette thématique qu'on fait des dégâts et avec un environnement qui est inadapté. Je crois que c'est vraiment 2 points extrêmement importants. Et cette méconnaissance et cet environnement qui est inadapté renforce et accentue les difficultés au quotidien de ces personnes. Et du coup, on l'a vu, ce sont des personnes qui se battent déjà tous les jours, mais quand on se dit que l'environnement accentue cette difficulté, en tant qu'assos, on est évidemment volontaire de pouvoir faire mieux. Et c'est pour ça que ce qu'on vient d'entendre de la part d'Elke, de Lucie, de Stéphanie, en tant qu'assos, on est consciente que ce sont des vécus qui ne sont pas isolés et encore moins anecdotiques comme on pourrait parfois l'entendre. Ce sont des vécus qui comptent évidemment beaucoup pour nous et qu'en tant qu'assos, on essaie de relayer tant bien que mal et là où on peut nous entendre parce qu'il y a du travail. Et justement, ce travail pour nous doit se faire dans un environnement qui est vraiment global, une approche beaucoup plus systémique parce que j'ai envie de dire déjà dans la sphère familiale, la sphère privée, il y a beaucoup de choses à faire en termes de sensibilisation, d'explication, de justification et c'est déjà tellement difficile, mais aussi à différentes
j'ai envie de dire, étapes de la vie. Ça commence par la petite enfance, à l'école, au monde professionnel, aux administrations, politiques, que ce soit par rapport à une personne en situation de handicap elle-même ou par rapport à ses enfants ou ses proches qui le sont, ça a une influence dans le rythme et dans l'investissement de ces personnes dans les différentes sphères de la vie. Bref, cette approche pour nous doit être globale, ça nécessite beaucoup de travail. Plusieurs collègues ici l'ont pointé avant moi. Mais concrètement, pour cela, nous, au niveau de la SPH, on a vraiment envie de remettre le focus sur notre écoute. On rappelle qu'on a un contact center, on est vraiment soucieuse de pouvoir être au plus proche des personnes concernées par le handicap au quotidien, mais aussi de leurs proches, de leurs professionnels. Ce contact center est mené et porté par les assistantes sociales dans le pôle législation qui font un travail vraiment remarquable pour être au plus proche des besoins du terrain, mais aussi, et c'est en ça qu'on se retrouve ici toutes ensemble ce soir, tous ensemble, c'est de mener des actions chaque année de sensibilisation autour de l'axe de l'éducation permanente et toujours avec autant de passion et de détermination. J'y reviendrai tout à l'heure, mais pour ça, on a la chance et j'ai la chance de travailler avec une équipe motivée. Mais voilà, autour de quoi finalement? Autour de sensibilisation, je crois que c'est un des vecteurs de base, mais qui n'est pas suffisant, autour de campagnes, autour de rédaction d'articles, d'alimentation au niveau de notre site internet, sans oublier évidemment tout le travail de lobbying politique que nous menons au quotidien pour tenter de faire bouger les lignes. C'est du coup pour ça qu'on a à cœur de défendre des valeurs d'inclusion, quel que soit finalement le besoin spécifique des personnes, parce qu'on part du principe que quel que soit le handicap ou quelle que soit la nature de la personne, on a tous des besoins spécifiques et que donc on défend le droit de tout un chacun dans une société qu'on ne veut plus ségrégative. Notre association vient de fêter ses 100 ans l'année dernière. On est la première association du secteur du handicap à avoir vu le jour et on se rend compte à quel point finalement, après un siècle, il y a eu certes des avancées, mais le chemin est encore long. Le chemin est encore long et on veut continuer à le mener avec les personnes en situation de handicap concernées. Je vous parlais d'une équipe motivée, mais une équipe qui a aussi envie d'être entourée de personnes et c'est pour ça que je trouve ça très chouette de pouvoir avoir porté ce webinaire ici tous ensemble. Et j'ai envie de terminer en rappelant que ce travail est un travail de longue haleine qui nécessite beaucoup de détermination, mais pour cela on peut compter sans aucun doute sur la compétence et la motivation de notre équipe et j'ai vraiment envie de faire un focus particulier sur Maï, Mélanie, Nathalie et Manon qui sont certaines en présence ici, d'autres en off, mais qui font un travail remarquable pour justement pouvoir rendre visible cette thématique qui est malheureusement encore beaucoup trop invisible. Donc encore merci à tous et désolé du coup pour le timing, on avait espéré être un peu moins long, mais je pense que vu les questions, voilà, ça suscitait de l'intérêt et c'est un chouette retour pour nous aussi. Voilà, merci à tous. Oui, c'est une bonne première expérience et on voit que ça suscite de l'intérêt, donc vraiment, il faut en parler. Voilà, je voulais aussi remercier Stéphanie, Lucie, Elke et vraiment toutes les personnes qui les ont supportées dans les commentaires, parce que je voyais aussi beaucoup de personnes qui vous supportent, qui sont contentes que vous soyez aussi leur porte-parole, parce que toutes n'ont pas l'énergie de le faire. Donc merci. Et tu m'as devancé, William, mais je voulais aussi remercier Nathalie parce que tout s'est bien passé au niveau technique dans ce webinaire. Et Manon, évidemment, qui s'est assurée de synthétiser l'information dans les commentaires pour comprendre plus facilement. Voilà. Et merci à vous, finalement, cher public, pour toute l'attention que vous nous avez accordée. Et voilà. J'ai plus qu'une seule chose à vous dire, c'est qu'ensemble, il faut continuer à se battre avec les assos, mais aussi les personnes, les patients experts, on va dire, dans la mesure de nos capacités et continuer à rendre visibles les invisibles, le titre de ce webinaire. Voilà. Bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt.